Yo tout le monde, ici je suis tout seul et aujourd'hui, je suis enfin délivré. La Reine des Neiges m'a libéré délivré. J'ai enfin été sauvé. Somebody saved me. Finally. Enfin, le générique de la série prend tout son sens. Parce que j'ai terminé Smallville. Première vidéo que j'ai faite sur Smallville, 27 octobre. La dernière, si je fais bien mon travail, le 27 juillet. 9 mois d'aventure. Presque un an de visionnage parce que je crois que j'ai commencé la série vers la mi-août. Donc 11 mois sur Smallville. Bon, après j'ai quand même fait des grosses pauses durant l'année, faut pas déconner, j'ai maté de meilleures séries aussi. Mais voilà, c'est une sacrée aventure, semée d'embûches. Nous avons connu des hauts, des bas. Mais nous y sommes parvenus, nous avons terminé cette série. Bah, j'ai terminé cette série. Et du coup, là, je vais vous parler des 2 dernières saisons de Smallville, ainsi que du potentiel futur qu'a eu la série suite à ces 2 dernières saisons, en sachant que j'avais plutôt bien aimé les 2 précédentes. Là, c'était la 8. La 7 où nous disions au revoir à la famille Luthor, et la 8 où nous disions bonjour à Tess Mercer, à Doomsday, etc. Et qui pourtant arrivait quand même à maintenir le niveau sans la présence de Michael Rosenbaum et de John Glover en Lionel Luthor. Et donc si je dois donner un premier avis sur les saisons 9 et 10, je trouve que c'est à peu près au même niveau que la 8, moins bien que je dirais. Je trouve que la 8 était quand même bien. La 8, il y avait quand même des hauts que j'avais vraiment appréciés. La 9 à 10, il y en a quand même moins, mais je trouve qu'on est dans le prolongement de la 8 dans le sens où il y a quand même beaucoup moins de fillers peu intéressants. C'était mon problème dans les premières saisons. C'est que quasiment tous les épisodes un peu secondaires des premières saisons, de la première moitié de la série, c'est un méchant de la semaine avec un pouvoir, un Freaks of the Week, tu vois. Et au moins là, comme la saison 8, au moins quand t'as un épisode filler, au moins c'est un filler qui est centré sur l'univers d'ici, tu vois. Quand t'as un filler, c'est Zatanna, c'est Booster Gold, c'est la Justice Society of America. Donc c'est plus kiffant, c'est plus divertissant, et en tant que fan, ça me fait quelque chose, tu vois. Là où les autres épisodes, je me faisais chier, je zappais un peu l'épisode, tellement j'en avais rien à faire du méchant qui fait tel pouvoir, tu vois. Après, il y a quand même des épisodes éclatés, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins que durant les 4 premières saisons, tu vois. Donc j'ai pris quand même plus plaisir durant cette seconde moitié de série que durant la première moitié de série, ça c'est mon bilan global. Et du coup avec cette saison 9, je vais encore une fois faire la liste des épisodes avec mes petites notes juste ici. Donc voilà. Donc une dernière fois que je vais utiliser ce cahier vert absolument extraordinaire. Donc voilà, et donc on se rappelle qu'on avait quitté la saison 8 sur la mort de Doomsday, la mort de Jimmy, Clark du coup qui se sépare de son identité de Clark Kent pour devenir The Blur, The Black Blur, tu vois. Donc le Blur, donc le Superman en noir et blanc, pour faire référence un peu au costume noir qu'il a après Doomsday, après la mort de Superman. Donc du coup, on est sur un Clark qui essaie de se focus à fond sur l'entraînement de Jor-El, et qui va donc essayer de couper toutes ses émotions, tous ses liens avec ses amis, etc. Bien sûr, il ne va pas y arriver, et il va retrouver la lumière assez vite. Mais du coup, c'est cool d'avoir une première saison où du coup Clark a son logo de Superman en tant que design, donc déjà on sent l'évolution qui... Le premier épisode fonctionnait plutôt bien, je rappelle qu'il y avait une scène de train où t'as Lois qui est sauvée par Clark, par le The Blur du coup, et Lois c'est toujours pas que... Ça aussi c'est... Il faut attendre la fin de la saison 9 pour que Lois crame que Clark est Superman, quand même, c'est interminable. C'est interminable. J'en peux plus. Mais du coup, après, en début de saison 10, même Clark le sait que en milieu de saison 10, épisode 5, saison 10, tu vois. Donc, oh là là, ça a été long quand même, putain, que Lois découvre l'identité, c'était long. Après, en vrai, ça va. Dans la saison 10, c'est marrant parce que c'est elle qui comprend c'est elle qui veut pas le dire à Clark, elle comprend pourquoi elle ne lui a pas dit, etc. Donc elle est très compatissante et ça c'est bien. Et il en joue un peu, puisqu'elle est journaliste et tout, donc à la limite ça marche bien. Mais c'est vrai qu'on aura putain d'attendu pour qu'elle reconnaisse son identité. Et puis t'as tous les airs du multivers où du coup Lois avait été emmenée dans le futur, emmène une kryptonienne du futur avec elle, qui dit que ouais, tu vas détruire le monde, Clark, etc. Du coup on set up le Général Zod. Et du coup le Général Zod, c'est l'ajout important de cette saison 9, le Général Zod, de le Major Zod, joué par l'acteur Callum Blue. J'avoue que j'avais un peu du mal au début avec ce Général Zod. Enfin, en vrai, je suis mitigé sur cette version de Zod. Après, déjà, moi, je suis pas un grand fan du Général Zod. C'est un peu le méchant qu'on a tout le temps fait dans l'univers de Superman et on a besoin de renouveau. Zod, on l'a trop fait. Après, je trouve que Callum Blue, il a pas le charisme que j'imaginerais d'un Zod, tu vois. Zod, tu le vois, tu fais waouh, c'est Zod, tu vois. Lui, il a une tête un peu basique, il a son accent de pays de Galles. On dirait un Gallois classique, un British, tu vois. Il a pas cette vibe, il a son accent, il a une tête de mec un peu normal. Ils l'ont rendu un peu sexualisant parce que c'est une série pour ados, tu vois. Voilà. Après, j'ai quand même appris à apprécier la version de Zod, mais c'est vrai que je trouve pas que l'acteur a le charisme nécessaire pour porter Zod, tu vois. Après, c'est aussi justifié par le fait que ce n'est pas Zod, c'est un clone de Zod, et c'est une version rajeunie Major de Zod. Donc il y a tous ces erreurs-là. Et je trouve que pour le coup, ils ont quand même réussi à créer plein de péripéties extrêmement intéressantes sur le personnage de Zod,
qui est ce personnage qui se vend comme un héros pour son peuple durant toute la saison, et du coup on va le placer dans des situations qui sont assez cool, et on va en parler durant chaque épisode notamment. Mais du coup le personnage de manière générale, surtout dès le début il se fait renverser par son peuple, il est enfermé avec Tess, en plus le fait qu'ils aient pas de pouvoir. Je sais que vous avez pas la thune, mais merde, tu démarres ta saison, tu teases Zod, personne n'a des putains de pouvoirs, même pas ses soldats, il faut attendre l'épisode 18 pour qu'il ait des putains de pouvoirs. Merde. Donc, tu vois, on sent le budget, tu vois, même si je trouve qu'il y a plus de budget que dans les premières saisons, on sent qu'ils n'ont pas le budget pour faire plus que ce qu'ils ne font dans Smallville. Là. C'est qu'autant je trouve que les effets spéciaux dans cette saison 9 sont vraiment de très grande qualité. Je trouve que la saison 9 c'est vraiment la meilleure saison en termes d'effets spéciaux, d'effets visuels. C'est que là t'as plein de plans du Daily Planet, de leur lune disproportionnée, de Metropolis en CGI. Là, dans cette saison 9, ils s'amusent à fond en termes de mise en scène sur les slow motion, et t'as même une séquence où t'as Clark qui attaque Checkmate, où limite c'est un motion comics. T'as Clark qui est en slow motion dans un plan, puis Cut il est en slow motion dans un autre plan, dans la séquence où il sauve Chloé de Checkmate, et visuellement c'est super bien fait, je me demande presque comment ils l'ont fait le côté bullet time, et t'as aussi cette séquence qui était très marquante en termes de mise en scène sur la Justice Society, où t'as du coup Hawkman qui va attaquer le méchant, puis boum la caméra pivote en slow motion sur je sais plus qui, Stargirl, puis boum sur Clark, puis boum sur Green Arrow, tout ça en info plan séquence en slow motion. Je me demande comment ils l'ont fait, parce que c'est super bien foutu, et je trouve qu'en termes d'effets visuels, en termes de slow motion, d'effets de ralenti, etc., je trouve qu'ils ont fait un bel effort cette saison, et que c'est assez stylé, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas le budget pour faire une saison de 22 épisodes avec un Général Zod avec des pouvoirs. Donc malheureusement, t'as le délire 2, ils ont pas de pouvoir. Et ça, c'est un peu chiant. Mais voilà, il y a ça, du coup. Et du coup, il y a l'épisode 2 que j'avais bien aimé aussi. Que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai grandi avec cet épisode-là, parce que j'ai été très fan de Metallo quand j'étais enfant, c'était l'un de mes méchants préférés et tout. Du coup, quand j'étais gamin, j'avais maté l'épisode sur Metallo, qui est plus inspiré du Metallo des premiers comics, qui est un journaliste, au lieu d'être un militaire, etc. Du coup, John Corbin. Et j'aimais bien le fait qu'il se développait ça sur 2-3 épisodes quand même, que ce soit pas juste un méchant de la semaine comme ça, c'est qu'il y a une logique à son introduction, qu'il remplace Clark, que c'est le nouveau journaliste de Daily Planet. Il y a une petite relation un peu tac au tac avec Lois qui est sympa. Et là, boum, accident. Et en vrai, je pense que c'est toujours la meilleure adaptation actuelle de Metallo, dans le sens où c'est le seul Metallo où je ressens le côté viscéral dans son design. C'est qu'il y a vraiment un côté dégueulasse, Frankenstein, on sent les machineries sous sa peau. Et pour le coup, il y a un petit côté violent qui marche bien. De toute façon, les dernières saisons de Smallville sont un peu plus sombres et violentes en termes de séquences. Mais du coup, j'aimais bien cet arc-là d'un Metallo attachant qui a perdu sa sœur, qui veut se venger un peu du Blur, etc. Et moi, j'aimais bien ce truc-là du Metallo horrifique avec la kryptonite, et ça marchait assez bien. J'étais content de cet épisode-là qui était assez bon. Et aussi, dans ces dernières saisons aussi, ils avaient déjà un peu commencé dans la 8, mais on l'a d'autant plus dans les saisons 9 et 10, ils vont faire beaucoup d'épisodes concept. Donc des épisodes concept basés sur des genres filmiques, séries différentes, notamment tu as un épisode zombie, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'étais pas prêt de me dire qu'il y avait un putain d'épisode zombie. Ce qui me fume de rire, c'est que ça fait partie de l'intrigue parce que c'est un mec de Zod qui a envoyé un virus et tout. Après l'épisode est pas fou, c'est pas incroyable, mais juste me dire qu'il y a un putain d'épisode zombie dans Smallville, c'est un délire, tu vois, ça me fume de rire. L'épisode était rigolo, tu vois, c'est pas une dinguerie, c'était pas nécessaire, mais comme c'est une série qui a tellement d'épisodes, ça se voit que dans les table read, dans les lectures de scénario, ils s'amusent à proposer des concepts qui n'ont aucun sens dans les épisodes. Et on est tombé sur l'épisode de zombies. On a un épisode où Toyman revient. J'aime bien le fait que depuis que Toyman a été introduit en saison 8, il apparaît une fois par saison. Donc ça fait vraiment le méchant de comics régulier qui fait tout le temps quelque chose de Superman. Donc ça marche assez bien. Donc t'avais cet épisode-là où c'est là qu'on commence à introduire Louis de Clark. Et là, t'as ce truc qui n'a aucun sens avec un peu débile de Clark, de Jor-El, qui fait en sorte que Clark entende également les pensées des gens. Et du coup, durant tout l'épisode, il entend les pensées de Lois, parce que là, il commence à être en couple et tout. Il entend les pensées de Lois, et il la comprend, etc. Et c'est kitsch, sa mère. Mais à côté, ils ont instauré un arc qui est assez intéressant, je trouve, sur Oliver. Du coup, c'est qu'Oliver, il a un PTSD dans cette saison, c'est qu'il pense qu'à être un héros, il a plus trop de vie personnelle, il est pas bien psychologiquement parlant. Et tu as toute la séquence où t'as Toyman qui l'a posé sur une bombe, où là, il était prêt à mourir, clairement, pour sortir du truc, tu vois. Donc il était suicidaire, limite. Bon, j'ai complètement oublié pourquoi il était suicidaire. Mais en vrai, j'ai apprécié le fait qu'on ait donné une évolution à Oliver, qui est assez conséquente dans ces 2 dernières saisons, dans le sens où du coup ça l'éloigne davantage de Batman, c'est qu'à la base Oliver c'est clairement un remplacement de Batman, parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre Batman du coup. Mais là, il l'a rendu plus fragile psychologiquement, il l'a rendu plus humain. Et écoute, avec tout cet arc-là, où ils ont fait un épisode après le truc de Toyman, qui était bien, c'était cool de revoir Toyman robot et tout, c'était assez stylé. Ils ont fait un épisode à l'as de Game, de David Fincher. C'est-à-dire un épisode
où Oliver a une vie de merde, il se fait prendre par des pièges durant tout l'épisode, il y a un mec qui est en train de l'arnaquer, on découvre que c'est le personnage de Roulette, qui est une mercenaire un peu, qui a un bar et tout dans des comics, Roulette du coup, et à la fin de l'épisode on découvre que c'est Chloé qui a engagé Roulette pour faire vivre cet enfer à Oliver, qui à la fin va accepter d'essayer de sauver des gens et de retrouver sa morale de justicier, grâce à tout le cauchemar qu'il a vécu dans cet épisode-là. Du coup, je vous ai spoilé le concept de The Game de David Fincher, parce que c'est exactement cet épisode, en fait, qu'ils ont repris. Et du coup, c'est plutôt cool, je trouve. Après, je trouve ça très tarabiscoté de me dire que Chloé a organisé des fausses mises à mort, des dangers psychologiques, pour ramener Oliver sur le droit chemin, c'est un sacré délire. Et c'est là qu'on va bientôt venir aussi sur la relation entre Oliver et Chloé, que j'arrive pas à prendre au sérieux. J'ai du mal avec cette relation. Smallville, c'est tellement la série pour ados, où tout le monde doit être en couple. Et s'il y en a un qui est pas en couple, et bien peut-être qu'un autre une autre personne important du casting pourra se mettre en couple avec cette personne-là, tu vois. Et tu fais... Parce que c'est vrai que moi, la relation entre Chloé et Oliver, je trouve que ça matche pas, je trouve que ça fait forcer, parce que Chloé, elle a plus de Jimmy, parce qu'Oliver, il est tout seul, parce qu'il a un trauma, et du coup, ils sont similaires et tout. J'ai du mal, je trouve que ça passe pas, ça matche pas, j'ai du mal avec leur relation amoureuse. C'est trop artificiel, tu vois, c'est que... Surtout quand tu connais les comics, tu dis... Bah mets-toi avec Black Canary, tu vois. Surtout que Black Canary, elle apparaît quelques fois dans les deux dernières saisons. Pour moi, c'est lunaire d'avoir Green Arrow et Black Canary qui team up et ils ont jamais de relation amoureuse, tu vois. C'est trop bizarre, tu vois, c'est la base, Black Canary et Green Arrow. Donc le fait de la foutre avec Chloé, parce que Chloé, elle est dans le casting principal, je trouve que la relation, elle marche pas. Je trouve que c'est vraiment l'une des dernières relations amoureuses de cette série qui passe pas du tout, tu vois. On veut que tout le monde baise dans cette série, tout simplement. C'est clairement ça. Et puis on avait un épisode où justement Oliver, pour raviver son côté héroïque, il va essayer de donner une rédemption à une gamine qui se bat dans des combats de rue, etc., qui s'appelle Mia. Et du coup, durant tout l'épisode, il va essayer de la former pour qu'elle devienne une héroïne avec un sweat rouge et jaune. Et du coup, Mia, c'est une version de Speedy, qui est un peu l'une des sidekicks de Green Arrow dans les comics. Donc Oliver, il a un bel arc narratif durant ces 3 épisodes-là, qui est assez intéressant, où on le voit essayer de devenir quelqu'un de meilleur et retrouver son envie d'être un héros et de ne plus être dépressif, et donc ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que cet épisode-là était plutôt drôle, parce que t'avais tout le délire de Clark et Lois, qui deviennent présentateurs télé, et j'avoue, je trouvais que ça marchait super bien, je trouvais que ça matchait bien sur leur relation. T'as Clark, le mec timide mais charmant, et t'as Lois qui est celle qui porte tout le truc. Du coup, on simule une espèce de relation de job dating, de speed dating avec les deux et tout. Et je crois que ça marchait assez bien, c'était assez drôle pour le coup. Et j'avais vraiment bien aimé cet épisode-là en termes de concept sur le... En fait, c'est juste pour montrer le binôme, encore une fois, de Tom Welling et Erika Durance. C'est que je trouve que leur binôme est tellement bon. Parce que Tom Welling, il joue mal, tu vois, il sait pas jouer. Mais justement, comme il est tout timide et il a du mal à jouer, il est un peu stoïque. Erika Durance, elle prend toute la relation, elle avale toute la relation, et du coup, je trouve que ça crée un duo qui est assez drôle. Et c'est les seules fois que t'as Clark qui fait un peu de l'humour grâce à Lois et tout. D'ailleurs, tout le côté télévision où ils sont en train de devenir des stars de la télé, c'était assez drôle. Et puis à la fin, t'avais une ref à la Cat Grant qui les remplaçait et tout, donc du Daily Planet plus tard. Bah, pas la même, hein, mais on en parlera. Et puis tu avais un super épisode avec Jor-El. Du coup on découvre qu'en fait Jor-El aussi, comme Zod, il a un clone de Jor-El qui existe quelque part, qui a été emmené sur Terre. Et du coup c'est l'acteur Julian Sands, paix à son âme d'ailleurs, qui joue Jor-El. Et du coup c'est intéressant parce que du coup tu as des flashbacks durant toute cette saison de Krypton. T'as jamais eu autant de flashbacks de Krypton que dans cette saison. Bon, là au budget, bien sûr, c'est soit tu tournes des scènes dans la forteresse, soit comme dans cet épisode-là, tu simules la mise en scène à la Superman 2, c'est-à-dire tout en fond noir avec des espèces de cerceaux qui tournent autour de Jor-El, je crois, et les juges de Krypton qui sont simulés sous forme de grosses têtes dans la pénombre sombre. Donc exactement la même mise en scène que le Superman 2 de Richard Donner quand t'avais le jugement de Zod, sauf que là c'est le jugement de Jor-El. Et je trouve que ça fait partie d'un des points intéressants qu'ils ont voulu développer entre Zod et Jor-El dans cette saison 9, c'est ce côté un peu relation miroir entre la relation entre Clark et Lex Luthor. C'est clairement le délire qu'ils ont voulu développer. Du coup, où Jor-El et Zod, ils étaient comme des frères, jusqu'à que Jor-El refuse de faire en sorte que Zod sauve sa famille, parce que Zod, tout ce qu'il fait à la base, c'était pour ressusciter sa famille, mais ils ont dit non, et il a dit non, et du coup, maintenant, il veut juste ressusciter la grandeur de Krypton, et du coup, Jor-El le fout dans la zone fantôme. Donc, c'est intéressant de voir cette relation d'amitié qui se trahissent et tout, et on voit qu'ils s'aiment. Et c'était intéressant, même si c'est tellement random de voir un Jor-El en suite, tu vois, en train d'aller à Smallville, de chercher son fils, tu vois, c'est giga random comme délire. Mais du coup, tu vois, un Jor-El qui découvre le fils qu'il connaît pas parce que c'est un Jor-El jeune, du coup, c'est un Jor-El qui a jamais été le père de Kal-El. Du coup, il y a une relation qui est assez intéressante, surtout que Kal-El ne voit jamais Jor-El, ne voit Jor-El que à la toute fin quand il meurt. Donc je trouvais que ça marchait assez bien dans le côté tragédie de l'épisode, de cette version de Jor-El là, et puis il y avait ce côté très
Superman de Donner dans la mise en scène, dans les costumes, qui était assez intéressant. T'avais notamment une séquence de tranchées de guerre avec Zod, on voyait qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire un vrai champ de guerre et tout, mais qui était intéressant pour montrer que Zod, c'est le gars du peuple, il fait tout pour le peuple. Sauf qu'au final, plus la série avance, plus on va découvrir qu'au final, tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même en vérité. Donc il y avait ça qui était intéressant, donc cet épisode-là qui marchait assez bien sur cette relation entre ces deux personnages-là. T'avais aussi la relation un peu qui marchait assez bien de Zod et de Tess, qui se provoque, qui est Tess qui est emprisonnée par Zod, et ensuite les deux doivent s'allier pour s'entraider, et donc Tess les héberge, etc. Et Zod, ça fait tellement bien de voir Zod se mettre en mode humain. Zod, il devient un businessman, il est en train de fabriquer une tour pour protéger Metropolis et tout, alors qu'en réalité c'est une tour pour transformer le soleil jaune en soleil rouge, je crois que c'était ça le délire. De toute façon, il y avait cet épisode-là, très post-apocalyptique, où là, du coup, ils ont voulu faire un épisode à la Mad Max Terminator, un peu dans cet épisode-là, avec, je crois que c'était Lois, qui est renvoyée dans un futur où Zod a gagné. Et visuellement, c'est assez cool, parce que t'as le ciel rouge, grâce au soleil rouge, ça fait très Crisis on Infinite Earth, le soleil rouge, où du coup, t'as Clark qui a plus de pouvoir, parce qu'ils sont tous dans le soleil rouge, du coup, ils ont plus de pouvoir. Et du coup, t'as Zod qui est dictateur, qui a du coup endoctriné Tess pour que Zod soit soumis comme un dieu. Et ce qui est bien avec les épisodes post-apo comme ça, c'est bien sûr, t'as une résistance, qui est menée par Green Arrow et Chloé, bien évidemment. Et ce qui est bien avec les épisodes comme ça, c'est comme c'est des épisodes de post-apo dystopiques, utopique, bah tu peux tuer tous les personnages que tu veux parce que de toute façon à la fin tu vas tout annuler et tu retournes dans le présent. Du coup c'est assez cool de voir Clark Kent mourir, se faire tuer par Zod, Oliver mourir, de voir Chloé mourir. Donc en vrai là il s'amuse un peu, c'était assez cool. Et puis le côté camp de concentration sur les humains avec Zod qui enferme tout le monde. Donc ça marchait plutôt bien, c'est qu'on te développe le mal que cause Zod, et du coup c'était les cauchemars que Lois avait eu durant toute la saison, etc. Donc c'était assez intéressant. Et tu vois aussi à quel point Tess c'est un peu une connasse, parce que il me semble que dans cet épisode-là, Tess tue l'informaticien qui était avec lui, parce qu'ils ont voulu faire un rival à Chloé avec un informaticien. Et en fait, on découvre que ce mec-là, il est pas mort, et en fait, il a rejoint Checkmate après, mais il se refera buter encore une fois après, je crois. T'avais l'épisode sur les Wonder Twins, qui était plus intéressant aussi, où du coup, on commence à traiter un peu plus du côté politique, parce que le méchant, c'était le procureur de Metropolis, qui était contre les justiciers, qui déteste Lois, qui est corrompu, etc. Et écoute, tu as ces nouveaux héros qui remplacent, t'as ces nouveaux héros qui se font passer pour le Blur, parce que du coup, dans cette saison, le Blur adore signer ses interventions, donc il y a toujours un gros S quelque part quand il fait quelque chose. Et du coup, c'est intéressant de voir ces jeunes héros qui maîtrisent pas leur pouvoir, qui causent des destructions sans faire exprès, mais qui à la fin vont quand même réussir à sauver Lois, et ils vont quand même à la fin réussir à avoir l'approbation du coup de Clark, en leur disant que c'est bien, soyez des héros, mais soyez des héros en étant meilleurs, etc. Donc c'était intéressant. Surtout avec des personnages comme les Wonder Twins, parce qu'en vrai les Wonder Twins dans les comics on s'en fout un peu de ces personnages-là, de ce binôme-là. Mais l'épisode sur l'évolution de Clark, qui a tellement évolué que maintenant il peut devenir le mentor de jeunes d'une nouvelle génération, c'était assez intéressant aussi. T'avais un épisode qui était sympathique au demeurant, et c'était pas extraordinaire, mais c'était normal par rapport à la action de Green Arrow. C'est que c'est vrai que Green Arrow, on sait pas d'où il manie des arcs et des flèches, tu vois, dans cette série. Donc là, ils nous ont dit qu'en fait, après qu'on l'ait libéré de l'île, il a plus ou moins rejoint la Ligue des Assassins, parce que c'est plus ou moins... Bon, ils ont appelé ça la Ligue des Archers de je sais plus quoi, mais en gros, il a rejoint la Ligue des Assassins, tu vois, et du coup il a été élevé par le Dark Archer, le méchant archer, du coup qui est dans les comics c'est Merlin, dans la série Arrow c'est Merlin, il a un autre nom, c'est plus ou moins une adaptation de Merlin, tu vois, le mec qui est le pire ennemi de Green Arrow, l'archer noir, etc. Ou du coup c'est ce mec-là qui se dit ouais dans les Ender Noirs, c'est un peu Hunger Games ça. C'est que dans nos règles il faut que l'un tue l'autre pour devenir meilleur que l'autre. Du coup durant tout l'épisode ce mec-là veut buter Oliver à la fin réussit à le battre sans le tuer. Voilà, c'était un épisode sympatoche sans plus, c'était pas une dinguerie, c'était juste pour un petit peu développer le passé d'Oliver et développer un petit peu l'univers à la Green Arrow. Et ensuite viennent mes épisodes coup de cœur. Le double épisode, en plus écrit par Geoff Jones, donc Geoff Jones qui est un grand scénariste de comics, etc., qui a notamment créé Stargirl, qui est dans ces épisodes-là. Du coup, j'ai grandi avec ces épisodes-là, je les ai matés tellement de fois quand j'étais gamin, parce que ça m'a fait tellement kiffer de rencontrer ces héros quand j'étais gosse. C'est le double épisode sur la Société des Justiciers, la JSA, ça m'a fait tellement kiffer quand j'étais gosse. De voir Star Spangled Kid, de voir Sandman, de voir Dr. Fate, Hawkman, Stargirl, Icicle en méchant et tout, et tu les vois steam up avec le Martian Hunter, Green Arrow, Superman et tout. Tu fais mais putain, pour les fans de DC, c'est trop bien quoi. Et en plus tu vois qu'il y a Amanda Waller qui est introduite dans l'épisode aussi. Ça me faisait trop kiffer, ce double épisode-là m'a tellement fait kiffer, j'ai tellement kiffé. Bon, ils ont pas trop le budget, c'est que t'as pas tous les héros. Ils ont quand même fait l'effort de faire une petite séquence vidéoprojecteur où on te montre que oui, Jay Garrick existe, le Green Lantern Alan Scott existe, que tous les héros Wildcat, Ted Grant, ils existent. Ils ont quand même canonisé quasiment tous les héros de la Justice Society
Après, t'en as quand même beaucoup moins qui sont mis en avant. Mais j'aimais bien ce délire d'épisode d'enquête où t'as un gars qui est en train de tuer tout, un peu comme Watchmen en fait. Si t'as un méchant mystérieux qui tue violemment plein de membres de la JSA, et du coup la JSA est obligée de se reformer avec la nouvelle génération de héros, la Justice League, plus ou moins, pour affronter cette menace-là. Et je me rappelais très bien quand j'étais gosse à quel point c'était violent, tu vois, c'est que les morts de Icicle étaient assez violentes. Là, Icicle, ils ont bien exploité son personnage là, le fils d'un ancien ennemi de la JSA qui veut se venger, nouvelle génération, et du coup, le mec, il embranche des membres de la JSA, il bute Sandman et tout. C'est vraiment des scènes de crime assez violents, et même quand j'étais gosse, ça me choquait un peu de voir des super-héros mourir de façon aussi violente. C'est que le mec, il embranche Dr. Fate, t'as son gros pic de glace avec plein de sang, tu vois, tu fais quand t'es gosse, tu fais waouh, quand même. Smallville, ça s'est assombri, hein, sur la tonalité, mais du coup tu ressens l'impact, c'est que c'est des personnages que tu découvres à peine, mais juste dans la violence des meurtres, dans le côté catastrophique de l'enquête et tout, je trouve que ça crée de l'authenticité qui marche assez bien, et puis je trouve que le côté passation de pouvoir marche bien, c'est que du coup je trouve que du coup t'as Hawkman, qui était le chef du coup de la GSA, et ça me fume que 15 ans plus tard, on n'a jamais fait une aussi meilleure version d'Hawkman que ce Hawkman là. C'est que Hawkman, après on a eu la version du Arrowverse qui était nulle à chier, hein, il n'y a aucun charisme, il était dégueulasse, et la version de Black Adam qui était pas du tout le Hawkman des comics, hein, c'était Falcon, tu vois. Là on a vraiment fait le Hawkman que j'ai en tête, tu vois, le Hawkman gladiateur, qui montre ses muscles, bon il a pas des muscles de fou, mais on les voit un peu plus quand même que l'autre Hawkman, qui a vraiment un design plutôt cool pour la série Smallville, avec le côté métal égyptien un peu antique, on le ressent quand même bien, et surtout le côté violent, le côté colérique. C'est pour moi Hawkman, c'est un gladiateur, tu vois. C'est un mec qui bute des gens, il a une massue, il va pas les assommer avec la massue, tu vois. C'est un mec qui est pas con, il est un peu colérique, mais à la fois il a la sagesse de ces milliers de vies qu'il a vécues, la sagesse de Pharaon qu'il était, et la sagesse du fait qu'il soit le prédécesseur un peu de la Justice League. Donc je trouve que l'acteur joue bien ce rôle-là, et je trouve qu'il arrive à nous faire ressentir ce côté histoire. C'est que ce sont des personnages qu'on découvre que dans ces deux épisodes-là, mais on sent qu'il y a un background, qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils sont là depuis des années, qu'ils ont l'expérience, et ça c'est assez cool, notamment avec son amitié avec Dr. Fate, Dr. Fate qui lui est complètement illuminé, le Kent Nelson, donc il est complètement fou, il a des voix dans sa tête partout, et à la fin il doit accepter du coup de reprendre le costume de Dr. Fate, et pareil même pour le budget de la série, Dr. Fate a un cool design aussi. Mon Dr. Fate qui est aussi là pour foreshadow, de toute façon on a ça tout le temps dans la série, pour foreshadow le passé, le futur de Clark, en mode tu es celui qui va tous nous unir, tu es le grand héros, etc. Du coup il te tease Superman durant tout l'épisode, c'est que Dr. Fate il parle que en teasing, hein, c'est ça qui est marrant. Et du coup bon, malheureusement il a pas trop de scènes d'action, Dr. Fate il meurt assez vite, mais c'est pas grave. Et puis t'as Stargirl qui est la petite jeune, la petite nouvelle, qui est plutôt cool aussi à découvrir, qui est une création de Geoff Jones, et je pense qu'il a dû kiffer du coup introduire Stargirl dans cet épisode-là. Donc c'était sympa, et il y avait des relations qui étaient sympas entre Clark et Hawkman en tant que daron, mentor, etc. La relation entre Green Arrow et Hawkman, qui sont un peu les deux qui veulent s'embrouiller, les deux qui ne peuvent pas se blairer, etc. Ça marchait assez bien. Et donc de voir ces deux univers-là, ce crossover, c'était assez cool. Notamment quand Dr. Fate va donner les pouvoirs du Martian Manhunter à John Jones, et du coup c'est la seule fois dans la série où on voit la vraie forme verte martien de John Jones, où pareil, carrément dans les faits on fait apparaître Mars derrière lui et tout. Là les effets visuels étaient pas mal, comme j'ai dit les scènes d'action étaient cool, et puis c'est là qu'on commençait à nous introduire du coup la Suicide Squad avec Amanda Waller qui est un personnage capital de l'univers DC, hein, c'est un peu la Nick Fury, hein, plus méchante que Nick Fury de DC avec Checkmate, où du coup on découvre que c'est elle qui a engagé ce mec là, etc., le méchant du coup Icicle, et du coup c'est Pam Grier qui joue Amanda Waller, donc Pam Grier qui était une grande star de la Blaxploitation dans les années 80-70, qui est notamment connue pour Jackie Brown de Quentin Tarantino. Du coup c'est cool de me dire que la première interprétation de Waller en live action c'était Pam Grier, donc ce qui est plutôt cool. Et voilà, le double épisode était super cool en tant que fan de comics, quoi. Justice Society of America, c'est un vrai plaisir de les avoir vus, et c'est cool de les voir continuer à apparaître tout au long de la série plus tard, hein, pour ceux qui restent. C'était assez intéressant, et même l'épisode qui a suivi, je l'ai apprécié aussi. Parce qu'en gros, t'as un épisode qui se déroule durant une Comic-Con, on va dire, une convention où t'as des jouets geeks un peu partout, et t'as un gamin qui est giga fan de Warrior Angel. C'est fou comment le truc de Warrior Angel, ça restera jusqu'à la fin de la série, c'est depuis la saison 1 jusqu'à la fin de la série, parce que même le fils de Chloé, dans la fin de la saison 10, il a un t-shirt Warrior Angel aussi, tu vois, donc on a gardé ce truc-là jusqu'au bout. En fait, ce gosse-là va prendre un comics, du coup, et ce comics a été enchanté par le père de Zatanna, je crois. Et du coup, quand il crie, je crois, le nom de Warrior Angel, en fait, il se transforme en super-héros, il se transforme en Warrior Angel, en fait. Et en fait, cet épisode-là, c'est juste une meilleure adaptation de Shazam que le film Shazam, en fait. C'est que c'est le gamin geek, un peu excité et tout, et quand il transforme en super-héros, il va faire des actes héroïques, mais à la fois, l'acteur qui le joue en adulte, il joue super bien le gamin, tu vois. Là, pour le coup, contrairement à Shazam, où l'alchimie était complètement niquée, là, au moins, quand je vois
ce gamin et la version adulte, je me dis vraiment que c'est le même personnage, j'ai vraiment la même attitude, sauf que l'autre est adulte et l'autre est gamin, tu vois. Donc là, je sens vraiment le gamin qui s'est transformé en héros, qui sait pas du tout quoi faire, qui est un peu nul, qui est un peu naïf, qui essaie de draguer Chloé, mais comme un gamin, en lui proposant d'aller jouer aux jeux vidéo, tu vois. Donc c'est très rigolo, c'est un peu creepy, mais c'est très drôle, tu vois. Et franchement, j'avais la vibe à Shazam, tu vois, de le voir en mode faux super-héros et tout. Bon, à la fin, il devient méchant, ils ont fait un délire comme quoi il devient son pire ennemi et tout. Donc ils ont fait un truc comme ça, c'était sympathique de 2 minutes, mais c'était pas ouf. Hein. Mais tout le concept un peu de l'enfance un peu naïf, Comic-Con, qui veut rencontrer ses héros, qui rencontre son héros, du coup, Clark à la fin et tout, c'était attachant, c'était cool, c'était assez intéressant. Et du coup, bah moi, comme j'ai dit, bah, c'était une très bonne adaptation, fausse adaptation de Shazam. Et puis, je crois que c'était dans cet épisode-là que Lois s'était déguisée en Wonder Woman. Ils avaient fait la référence Wonder Woman aussi, qui était cool. Ensuite, là, on a eu un épisode que j'ai pas du tout aimé sur la kryptonite jaune, je crois. La kryptonite qui rend tout le monde amoureux de tout le monde. Et du coup, là, t'as Lois. Parce que c'est un épisode Saint-Valentin. Donc, c'est un épisode amour. Du coup, t'as Lois qui est trop amoureux de Clark, qui va s'habiller en mode de cuisinière des années 60 à la Sabrina, l'apprentie sorcière, à la sitcom, et qui va préparer à manger à Clark. Et puis tout le monde va commencer à tomber amoureux de Clark et tout. Bon, cet épisode-là, c'était vraiment un filler qui m'a pas intéressé. Je crois qu'il voulait vraiment sortir un truc pour le 14 février, tu vois. Et pour le coup, j'ai vraiment pas aimé cet épisode-là. Pour le coup, c'était pas très intéressant. Ensuite, il y avait un épisode qui était plutôt cool. Où là, on revient un peu plus sur le Général Zod. Où là, du coup, en gros, ils ont fait un épisode à la Seven. Où du coup, tu as un serial killer qui kidnappe des Kryptoniens durant tout l'épisode, donc des Kryptoniens du camp de Zod. Et du coup, Zod, durant tout l'épisode, va accepter d'être aidé par Clark, parce qu'au final, les deux restent Kryptoniens, les deux sont la même espèce, donc les deux ont le même objectif, c'est-à-dire de retrouver leur peuple. Et donc les deux, pendant tout l'épisode, vont essayer de retrouver l'homme qui a kidnappé et peut-être tué tous leurs frères kryptoniens, tu vois. Donc écoute, t'as ce criminel un peu creepy, dans un design très jigsaw, très gore, très violent, machin, qui marche assez bien, très Seven, très Fincher. Et écoute, tu as Zod durant tous les épisodes qui est prêt à mourir pour sauver les Kryptoniens. Du coup, c'est assez touchant de voir cette facette-là de Zod qui s'allie à Kal, qui est vraiment vu comme un héros pour son peuple et qui est vraiment prêt à mourir pour ce peuple-là. Et c'est en mourant quasiment qu'il va récupérer ses pouvoirs parce que Clark va lui donner son sang. Et c'est en lui donnant son sang qu'il va avoir des pouvoirs à la fin de l'épisode. Et je crois que c'était un bon épisode pour montrer la peur. Bah, c'est un peu comme Battle contre Superman, tu vois. Pour montrer la peur que les humains auraient envers les aliens si les aliens étaient sur Terre, tu vois. Écoute, t'as ce serial killer là qui s'est fait défigurer par des aliens, qui s'est fait expérimenter, etc. Qui devient une conséquence du coup de cette peur des aliens et qui du coup essaye de tuer des aliens et tout. Donc ça c'était intéressant, ça c'était cool. Ensuite ils ont refait un épisode concept, ils ont fait l'épisode, c'était l'épisode qui a confirmé le couple entre Chloé et Oliver que j'ai du mal. Mais ils ont fait l'épisode film d'horreur, maison d'horreur, donc maison hantée, avec en méchante Silver Banshee, où ils ont dit où je crois que t'as Lois qui est en Silver Banshee, ou je sais plus quoi, mais je crois que t'as Lois qui est transformée en Silver Banshee, parce qu'il faut tout le temps que ce soit un membre du casting qui soit contrôlé tout le temps. Et du coup t'as Silver Banshee qui est cette espèce de folklore qui hante la maison et qui va essayer de tuer tous les hommes et tout. Après Silver Banshee c'est une ennemie de Superman des comics. Mais c'est vrai que pareil, cet épisode-là, j'étais un peu osef, ça m'a pas intéressé. C'était pas ouf, tu vois, j'étais un peu en mode bof, tu vois. Donc j'avais bien aimé l'épisode où du coup tu as Amanda Waller qui kidnappe Green Arrow pour le recruter pour qu'elle rejoigne sa Suicide Squad, donc Checkmate. On découvre qu'en fait Tess faisait partie de Checkmate, qu'elle a été élevée par Checkmate entre guillemets. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est rigolo quand même. Du coup avec Amanda Waller et du coup Clark qui s'oppose à Amanda Waller qui veut que Clark la rejoigne pour affronter une future guerre, etc. Donc c'était assez cool. Avec le décor tout blanc, la scène d'action que je vous ai développée, etc. C'était plutôt bien, c'était plutôt un bon épisode. Sur Checkmate, sur Amanda Waller, ça marchait assez bien. Oui, du coup, ça fait partie aussi de l'intrigue principale, puisqu'elle veut, en vérité, elle veut arrêter Zod, hein, c'est un peu l'objectif de base. Et donc, t'avais un épisode qui était super cool, où du temps, tu as Zod qui fait équipe avec Clark, parce que Clark s'est fait contrôler par la kryptonite rouge, du coup, la kryptonite qui le rend méchant et qui le rend un peu rebelle. Du coup, Clark va team up avec Zod, et du coup, ça va être intéressant, parce que durant tout l'épisode, tu as Clark et Zod qui sont iconisés comme des frères d'armes, les deux s'apprécient, les deux se respectent, Zod est vraiment content de ne plus être le seul kryptonien avec des pouvoirs qui veut essayer de faire une différence. Et du coup, comme un frère, il fait visiter à Zod la forteresse. Et à la fin, t'as Metallo qui débarque, et du coup, on donne une rédemption qui était plutôt cool à Metallo. On lui donne une kryptonite rouge, où il veut plus être un monstre, il est contrôlé par Tess, mais il le veut pas, etc. Donc à la fin, il remercie Lois pour avoir sauvé son humanité. Donc c'est une version de Metallo qui est différente des comics, mais c'est une version que j'ai plutôt bien aimée, qui était plutôt attachante. Dommage que dans le comics, dans la saison 11 et dans la saison 10, on rétro-pédale là-dessus, et on retrouve un Metallo avec un cœur vert, etc.
Mais ouais, c'était intéressant de retrouver un général Zod du coup qui est content, tu vois, il est content, il a ce qu'il voulait, son Clark Kent frère d'armes, il l'a, tu vois, c'est cool. Donc ça c'est intéressant. Bon après il y a un côté aussi très pouvoir dans son personnage. Tu vois, quand il construit sa tour, la tour qui a été détruite par Clark plus tard, donc la tour qu'il voulait pour envahir le monde, le fait qu'il fasse l'amour avec Tess, qui a une relation presque platonique entre les deux, où en fait c'est juste les deux, qui des deux va avoir le pouvoir et va avoir la supériorité au-dessus de l'autre. Donc c'est clairement pas de l'amour, c'est clairement une forme de respect entre les deux. C'était plutôt intéressant. Après bien sûr c'est Smallville, il faut que tout le monde fasse l'amour avec tout le monde. Donc c'était aussi ça l'argument principal. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans l'évolution de Zod. Et j'aime bien le fait qu'ils aient clairement fait un truc à l'Invincible en fait dans cette saison 9. Du coup dans cette saison 9, bon je serais obligé de spoiler un petit peu Invincible. Du coup dans cette saison 9, t'as une rébellion déjà qui est créée à côté de Zod, c'est que Zod lui il est obsédé par sa guerre, étant donné qu'ils veulent juste vivre, qu'il est obsédé par l'envie de ramener Krypton sur Terre, alors qu'il y en a qui s'habituent à la Terre, qui apprécient la Terre et qui veulent juste vivre une vie normale sur Terre, et qui sont donc du camp de Clark. Et du coup ça fait très Invincible, le fait que du coup tu as des Kryptoniens qui vivent parmi tous les humains, qui vivent comme des gens normaux, qui essayent de s'habituer à la Terre, et au lieu d'être des espions de la Terre, comme ils le sont à la base, bah ils vont commencer à s'attacher à la Terre et juste à en devenir des habitants, tu vois. Et donc à la fin, tu as le grand méchant qui va se faire trahir par son peuple, et tu as le gentil qui va pouvoir compter sur ce peuple-là qui a été reconverti par l'amour qu'ils ont eu de la Terre. Exactement comme Invincible, quand tu as les Viltrumites qui migrent sur Terre pour espionner la Terre et pour enfanter sur Terre, sous les ordres de Trag, sauf qu'au bout d'un moment, la majorité des Viltrumites vont apprécier la Terre et vont vouloir vivre sur Terre et s'attacher à la Terre, et donc être dans le camp de Mark Invincible. Donc j'ai bien aimé le côté, la vibe Invincible de cette saison-là. On te montre qu'en fait les Kryptoniens c'est pas noir ou blanc, c'est pas juste des suiveurs de Zod qui l'obéissent au doigt et à l'œil, tu vois, c'est des humains, c'est des êtres sensés, doués de sensibilité, quoi. Donc je trouve que ça c'est intéressant, notamment avec la séquence, du coup, il y a Zod qui va tuer Faora, à un moment donné, donc Faora qui n'a rien à voir avec la Faora de Man of Steel, là on est vraiment sur une Faora qui est plus... D'ailleurs c'est marrant parce que t'avais Faora en fantôme dans la saison 8, où là c'était une méchante, qui voulait récupérer son fils qui était Doomsday, alors que là Faora ça n'a rien à voir, c'est que pareil, Faora est enceinte de l'enfant de Zod, elle a une relation avec Zod, etc. Mais là c'est une Faora qui est toute gentille, qui aime bien la Terre, qui est assez attachante, etc. Et Zod, quand elle comprend la trahison de Faora, bah va étrangler et tuer Faora sans faire gaffe qu'elle était enceinte de lui, tu vois. Donc il y a la tragédie de Zod qui a tué son propre enfant, du coup. Donc il y a ça qui est intéressant, qui montre un peu le côté point de non-retour du personnage, qui ensuite, pour prouver sa loyauté, va donner le sang de Clark, va donner son sang à tout le monde pour que tout le monde ait des pouvoirs aussi. Donc j'aime bien comment il développe le personnage de Zod, le côté supériorité, le fait qu'il veut prouver qu'il est quelqu'un de bien pour son peuple, alors qu'en vérité, il est quelqu'un de mauvais. Donc il veut régner sur le monde, etc. Je trouve qu'il y a des situations qui sont assez intéressantes sur comment on le développe. T'avais la séquence où t'as les funérailles de Faora, en mode funérailles culturelles façon kryptonienne qui sont assez intéressantes, où tu développes un peu, où tu fais découvrir un peu la culture kryptonienne à Clark, et ça c'était assez cool. Où tu as Zod qui est en mode on va se venger de sa mort, etc. alors que c'est lui qui a tué Faora. Et donc il va faire croire que c'est Clark qui a fait tuer Faora. Du coup tout le monde va essayer d'affronter Clark durant tout le reste de la saison. Tu avais l'épisode avec Maxwell Lord, du coup, qui bosse pour Checkmate, qui bosse pour le procureur méchant qu'on avait déjà vu plus tôt dans la saison. Pas ouf, pas incroyable. Quand vous connaissez le Maxwell Lord des comics, celui-là, il est pas ouf. Bon, ils ont fait le roi de Checkmate, on va dire. Ils ont fait un délire comme ça. Et je crois que c'était dans cet épisode-là qu'ils ont tué Amanda Waller. Ce qui, en vérité, dans un contexte d'univers DC Comics, c'est catastrophique de tuer Amanda Waller, parce qu'Amanda Waller, c'est un personnage qui est quand même très important dans la narration globale de l'univers DC, parce qu'elle gère le gouvernement, etc. Après, si je ne m'abuse, ils ont fait ça parce qu'il y a le film Green Lantern qui était en train de tourner, et parce que le film Green Lantern présentait une version de Amanda Waller qui était jouée par Angela Bassett, ce qui a fait que Smallville n'avait plus le droit de garder ce personnage-là, du coup ils ont dû tuer Amanda Waller. Donc voilà. Il y a un univers d'ici sans Amanda Waller, c'est dommage, il faut faire avec, tu vois. Ou du coup Zod tue Amanda Waller et Zod découvre qu'il y a cette société humaine qui veut essayer de faire tomber son peuple et du coup il va les buter, etc. Donc bien sûr on développe tout le fait que Zod il tue et Clark il tue pas et donc il y a une rivalité entre les deux, etc. Mais voilà, Maxwell Lord il était Osef. Et ils ont fait un épisode que j'ai trouvé assez fun, où du coup on découvre, où Martha revient, Martha fait son comeback 3 saisons plus tard à peu près, et 2 saisons plus tard, et on découvre que Martha est en couple avec Perry White, donc Perry White, le futur éditeur en chef du Daily Planet, qui sera le futur mentor du coup de Clark, joué par l'excellent Michael McKean. Et j'ai trouvé ça assez cool parce qu'il faut savoir que Michael McKean et Annette O'Toole sont vraiment mari et femme dans la vraie vie. Donc c'est assez cool de les voir vraiment en couple dans la diégèse de Smallville. Et en plus c'est drôle de dire que Perry White est le beau-père limite de Clark Kent. Et du coup c'est intéressant parce qu'on développe la relation entre Perry et Martha, où Perry est clairement amoureux de Martha mais il a peur de vouloir remplacer Jonathan en faisant ça.
le fait qu'il soit obsédé par son travail, et Clark et Lois qui ont du mal à se mettre ensemble, parce que Clark est pas toujours présent aussi, que Clark est de plus en plus absent, et du coup Lois commence un peu à s'embrouiller avec Clark. Donc ça c'est vraiment la relation classique de Love Interest de comics, le héros qui s'absente beaucoup, sans dire à sa copine qu'il est un héros, et c'est pour ça qu'il s'absente. Donc ça c'est très classique, et du coup on peut en parler, les deux relations c'est assez intéressant. Et j'aime bien le fait qu'ils aient rendu Martha, bon en vrai ça fait très Arrowverse, où dans le Arrowverse, n'importe qui peut devenir un héros ou un personnage stylé, tu vois. Ils ont réussi à rendre stylé Martha, ça me fume de rire. C'est comme ils ont fait de Martha une sénatrice députée du gouvernement, bah du coup Martha elle connaît les bails de Checkmate, elle connaît les bails de Amanda Waller, de Tess, etc. Du coup on te fait tout les délire de Martha qui est en fait la Red Queen, et qu'en fait c'est Martha qui a plus ou moins sauvé Clark du gouvernement en fait. Donc à la fin on découvre qu'elle est habillée en rouge et tout, et c'est la Red Queen, ils ont fait tout un délire de fou avec elle, et c'était super bizarre à regarder. Mais du coup ils ont fait de Martha Kent une giga mastermind, et ça c'était un gros délire. C'était rigolo, après oui ça fait très kitsch en vrai, mais c'était marrant quand même. Et puis du coup tu as l'épisode final avec Zod. En vrai c'est décevant. Surtout qu'ils te mettent vraiment bien en valeur le fait que c'est la fin du monde. Ils ont quand même fait des plans assez cool, où tu vois tous les membres de Zod envahir toute la Terre. Ils sont en train de marquer toute la planète du signe Zod, dans la Grande Muraille de Chine, sur une pyramide en Égypte, etc. Du coup, ils essaient de créer ce côté globalisation. Il y a toute une séquence où tu as de la Justice League en visio qui est en mode vas-y, on va tous se séparer pour les affronter, etc. Tout ça pour qu'au final, bah, tu as Superman qui arrive, qui leur dise ouais, c'est Zod qui a tué Faora. Ils font ouais Zod, tu as tué Faora. Du coup ils sont dégagés dans un nouveau monde, ils s'en vont. Et ensuite t'as juste un combat un peu osef entre Zod et Clark où ils ont plus de pouvoir, parce que Zod a pris la kryptonite bleue, donc ils ont pas de pouvoir. Du coup toi en tant que fan, s'ils avaient le budget, tu te serais attendu à un délire à l'invincible, tu vois. Une giga scène d'action où t'as Clark qui doit affronter 15 kryptoniens, tu vois, où ça détruit des buildings, etc. Ce que Superman et Lois avaient un petit peu fait en saison 1, au final, bah non, bah après... J'apprécie le fait qu'ils aient quand même rendu les Kryptoniens gentils et qu'à la fin ils comprennent qu'ils ont été entumés par Zod, et que Clark choisit de les libérer, de les emmener dans un nouveau monde où ils vivront de façon plus cool. Là où Zod lui reste borné sur ses idées, se sent trahi par les Kryptoniens et va essayer de buter Clark avec du coup son glaive, du coup avec la kryptonite bleue. Mais c'est vrai que tu te dis putain, enfin on a le combat entre Zod et Clark, et c'est juste un combat sur une tour où les deux se mettent des coups, ensuite ils tombent et Zod il est téléporté, il perd. Pas ouf, tu vois, pas ouf. Après, j'ai bien le délire où Tess, durant toute la saison, on se demande si elle est du côté de Clark ou du côté du coup de Zod, parce qu'elle a bossé pour Zod et tout, elle a une relation avec Zod, et du coup c'est vraiment l'épisode où on t'offre une réponse, et que du coup Tess trahit Zod, parce que Tess, durant toute cette saison, elle est en mode, je suis pas comme Lex, je veux pas être comme les Luthor, je veux pas être une Luthor, je veux m'échapper de la malédiction, et je trouve que Cassie Freeman joue toujours aussi bien, je trouve qu'elle joue très bien, qu'elle a quand même bien porté l'héritage des Luthor, hein, malgré tout, parce qu'elle est quand même passée derrière un sacré morceau quand même de la série. Et cet axe-là de Dell, qui veut essayer de s'allier avec Clark, qui bosse au Deep Light avec Lois, etc. Bah on sent le personnage qui essaie de faire des efforts, de devenir quelqu'un de bien, et à la fin elle fait le sacrifice ultime, elle meurt pour Clark, quand elle refuse de dire à Zod, je crois, où il est, et quand du coup Zod choisit de la brûler, elle presque vivant. Du coup j'aime bien le parallèle, parce que du coup tu as une Tess qui est cramée du visage, qui est en train de mourir presque, et ça m'a beaucoup fait penser visuellement à Lex Luthor, qui était blessé après la saison 7, avec des bandages partout, sauf que Luthor, lui, il était blessé parce qu'il avait essayé de tuer Clark dans la forteresse, là où Tess est blessée parce qu'elle a voulu sauver Clark. Donc je trouve que le parallèle entre Lex et Tess marchait assez bien dans ce délire, surtout que les deux meurent et les deux vont revenir à la vie aussi. Mais du coup, ils ont débattu, et t'avais tout le délire aussi, bah oui, t'avais toute la relation bien sûr entre Lois et le flou, le fait que le flou appelle au téléphone du coup dans la cabine téléphonique, donc référence évidente à la cabine où se transforme Superman dans les comics, dans les films, etc. Bien sûr. Mais du coup, j'ai bien l'idée qu'ils aient rendu la cabine téléphonique important pour les personnages. J'ai bien aimé ces là plus qu'une référence, ça c'est assez cool. Le fait que c'est le lieu de contact entre du coup le flou et Lois, ça c'est cool. Écoute, t'as toute la partie où tu as Zod qui se fait passer pour le flou, et t'as Lois qui se fait berner par Zod. Et écoute, tu as toute la séquence où Clark sauve Lois, et pour lui prouver le fait qu'il est le vrai Blur et qu'il l'aime vraiment, qu'ils ont vraiment une relation particulière. Et c'est là que Lois devine que du coup le Blur est Clark, en reconnaissant son baiser, etc. Du coup, c'était en vrai, c'était une relation assez cool, le fait que Lois les devinait par intuition, par intuitivité, que c'est Clark, du coup le flou. Donc ça, c'est assez intéressant, ça marchait assez bien pour le coup comme situation. Et voilà, de façon générale, c'est une saison 9 qui est plutôt réussie. Après, comme d'hab, pour moi, Smallville, ils ont rarement réussi leur finale. C'est souvent leur finale, comme on te vend des menaces de fou, Doomsday, Brainiac, Darkseid, bah souvent le final, bah c'est un combat de 2 secondes où il n'y a pas de budget, et après on passe à autre chose, tu vois. Et là, Zod, c'était pareil, c'est que le combat est assez décevant,
Mais je trouve que le personnage de Zod était plutôt convaincant dans la version qu'ils ont voulu en faire. Le fait qu'il s'habille presque comme Cal, avec la longue veste noire lui aussi, qui ressemble un peu à Cal aussi, plus il avance dans la série. L'évolution qu'il a eu que je vous ai développé. Il y avait des super épisodes de comics avec Metallo, Toyman de la JSA que j'ai adoré, Le Faux Shazam, Checkmate Waller, etc. Il y a plein d'épisodes intéressants comme ça. Des épisodes de concept un peu cinéma, comme l'épisode de Zombie, l'épisode en mode The Game, l'épisode en mode monde post-apo, l'épisode en mode Seven, l'épisode film d'horreur, etc. Ils ont tenté des trucs, tu vois. C'est quand même quand les fillers sont OSEF en général, ils tentent un concept, tu vois. C'est pas juste un filler, il y a un méchant qui est là, faut l'arrêter, tu vois. Donc je trouve que la saison 9 était globalement réussie, même si c'était en dessous de la 8 qui m'avait beaucoup plus marqué, notamment sur son final. C'est que là, le final là est beaucoup moins sombre quand même que la fin de la saison 8 pour le coup. Après, ils te mettent en place des choses, c'est que t'as Chloé qui se fait kidnapper, je crois, t'as Oliver qui se fait attaquer, etc. Donc on te met en place des choses.